Bonjour à tous et bienvenue dans une émission plus sérieuse que d'habitude. En effet, Micro-ondes, ce n'est pas que de l'humour et des millions d'auditeurs à travers le monde, c'est aussi de l'actualité. Et en l'occurrence, une émission dans le cadre de la 10e édition du Festival de géopolitique, organisée par cette école rayonnante qu'est GEM, et dont le thème est « Un 21e siècle américain ». Commençons donc par un fait d'actualité. Le 1er mars 2018, dans un tweet comme à son habitude, notre cher Donald Trump a décidé de taxer à 25% les importations d'acier et à 10% celles d'aluminium et a ainsi déclaré une guerre commerciale à ses principaux partenaires commerciaux que sont le Canada, la Corée du Sud et le Brésil. On assiste donc à un retour du protectionnisme dans ce pays, fervent défenseur du libre-échange comme facteur de croissance avec une nouvelle doctrine, America First, donc l'Amérique d'abord. Ce qui a mené à une reconsidération de l'espace maritime, tout du moins d'un point de vue commercial. Mais faisons un peu d'histoire pour recontextualiser tout cela. Un premier constat général est que malgré des reculs conjoncturels liés aux différentes crises, le commerce international a toujours eu une croissance positive jusqu'à atteindre 18 500 milliards de dollars aujourd'hui. De plus, la part du commerce maritime est prépondérante, avec 80% du volume et 70% de la valeur échangée. Deuxièmement, on constate une montée en puissance des États-Unis depuis la fin du XIXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, la domination américaine succède à l'économie monde britannique, qui était marquée par une suprématie maritime indéniable. On parle alors des deux superpuissances, des deux blocs, les États-Unis à l'ouest et l'URSS à l'est. À l'époque déjà, les États-Unis possèdent une flotte et un jeu d'alliances denses qui se développeront tout au long de la guerre froide. L'océan Atlantique devient alors le cœur de l'économie monde américaine entre Londres et New York, et ce jusqu'en 1980, date à laquelle les flux transpacifiques égalent les flux transatlantiques. Par la suite, ces flux transpacifiques deviendront même prédominants. Enfin, arrivent les années 1990 et la décennie dorée pour les États-Unis. Ils ont gagné la guerre froide, ils connaissent un boom économique avec une croissance soutenue et le plein emploi, et ils sont les gendarmes du monde. Ils deviennent la seule superpuissance et même la seule hyperpuissance du monde. Francis Fukuyama, philosophe et économiste, parle de la fin de l'histoire et du dernier homme. Olivier Dollfuss, géographe, quant à lui, parle d'un monde unipolaire avec une hégémonie américaine. Et enfin, on peut parler de Jean Effer qui, lui, parle du Pacifique comme étant un lac américain, c'est-à-dire un océan entièrement dominé par les États-Unis. Cependant, les années 2000 sonnent comme un début d'une longue remise en cause de la puissance américaine. Tout d'abord, on assiste à un tournant dans l'histoire des États-Unis avec les attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis ne sont plus la city upon the hill, les conflits atteignent leur territoire. Ce à quoi il faut rajouter la montée en puissance des pays émergents comme les BRICS et notamment la Chine, qui développent d'actives stratégies de partenariats commerciaux redessinant rapidement la géographie du commerce mondial et entraînant une multipolarisation du monde. On peut par exemple parler de la recomposition de la hiérarchie des ports. L'océan Indien devient ainsi la plaque tournante des échanges commerciaux internationaux et donc théâtre de tensions entre les différents acteurs de cet espace comme l'Inde, les États-Unis ou la Chine. On assiste donc à un déclin ou plutôt à un déclassement de la domination américaine sur ces espaces maritimes. D'où la question centrale de cette émission, les océans sont-ils encore des lacs américains ? Pour y répondre et en débattre, je serai accompagné donc des membres de Micro-ondes qui ont travaillé avec moi sur ce projet, c'est-à-dire Pierre, Adonis et Marcel, mais aussi un homme de l'ombre, Mehdi, qui est à la régie et qu'il ne faut pas oublier. Mais surtout, nous recevons des invités de marque, n'est-ce pas Pierre ? Oui, des invités de marque, mais surtout des spécialistes. Alors je vais commencer par vous, monsieur Deline. Vous êtes un ancien officier de marine, donc capitaine de vaisseau, et vous avez dirigé 2 sous-marins d'attaque. Et maintenant, vous êtes vice-président du think tank Tétis, centré sur les enjeux maritimes, et vous êtes un consultant spécialiste des questions liées à la violence maritime, au terrorisme maritime et à la puissance maritime. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont par exemple Géographie des mers et des océans, qui est destiné aux personnes qui préparent l'agrég et CAPES. Donc, ce qui me fait une superbe transition pour quelqu'un qui est aussi dans l'enseignement. Monsieur Royer, vous êtes enseignant en classe préparatoire, agrégé d'histoire, et aussi à EPSUP, vous êtes aussi enseignant à EPSUP. Et vous avez écrit un livre qui a été primé au Festival de géopolitique, Géopolitique des mers et des océans. Et aussi de nombreux dico-atlas sur les guerres ou sur les mers et les océans. Et donc, pour commencer, on va d'abord essayer de voir quels sont les facteurs qui, selon vous, permettent à un État d'asseoir sa puissance maritime. Je crois que Pierre, t'as fait un peu de zèle, mais c'est pas grave. Non, je voulais juste resituer cette émission, juste avant de commencer vraiment à débattre. Je suis désolé Pierre, mais en gros, je veux juste donc dire qu'il y avait 2 parties. Tout d'abord, nous verrons dans quel contexte global s'inscrit la stratégie maritime américaine, puis nous essaierons de comprendre au mieux, donc grâce à vous, Pierre Royer et Hugues Deline, cette stratégie. Je rappelle aussi que tout au long de cette émission, le public peut intervenir pour poser des questions. Il suffit juste de lever la main et normalement on vous verra. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de micro qu'on pourra faire passer dans la salle, mais on pourra se débrouiller sans.
Donc, fut un temps, être une puissance maritime, c'était avoir des grands explorateurs, des comptoirs commerciaux partout dans le monde et une ingénierie navale performante. On pense à l'Espagne du XVe et du XVIe siècle. Alfred Mahan, stratège naval américain, disait même « La puissance maritime tient en premier lieu au commerce ». Aujourd'hui, donc Pierre Royer et Hugues Deline, qu'est-ce qui caractérise une puissance maritime ? Bien, une puissance maritime, c'est aujourd'hui comme hier, je dirais, comme Mahan l'avait dit. C'est simple, il faut plusieurs choses. Il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. D'abord la géographie, c'est-à-dire où est positionné l'État sur la terre. Est-ce qu'il est loin des routes maritimes principales ou pas? Et aussi au niveau géographique, est-ce que c'est un État enclavé? Là, il est évident que c'est pas très bon dans le domaine maritime. Mais est-ce qu'il a des ports qui sont intéressants? Est-ce qu'il y a des hinterlands qui peuvent être approvisionnés par ces ports, par exemple? Donc, est-ce qu'il y a un écosystème intéressant de ce côté-là? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la partie économique. Est-ce que l'économie du pays permet effectivement de financer tout cela, toutes ces recherches maritimes, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit aussi bien la pêche que la marine de guerre, que la marine de commerce, et dans l'économie maritime. Après, je dirais qu'il y a l'industrie maritime. Alors là, dans l'industrie maritime, il y a des assurances, il y a aussi bien la construction des bateaux, et il y a aussi le savoir-faire, c'est-à-dire est-ce que les écoles sont capables de fournir les spécialistes pour armer ces bateaux, pour les construire et pour les mener. Donc est-ce qu'il y a les commerciaux, est-ce qu'il y a les ingénieurs, est-ce qu'il y a les marins? Et puis, la quatrième partie, c'est la partie politique. Est-ce que dans ce pays, la politique est capable de suivre un projet long? Un bateau, ça, il faut du temps pour le faire. Un projet de ligne, c'est encore plus long. Je dirais qu'en gros, un projet industriel important, c'est 10 ans à peu près. Donc, si c'est un projet qui est pris au niveau de l'État, il faut qu'on soit capable de l'emmener jusqu'au bout. Vous voyez que dans les pays occidentaux, où on a nos dirigeants qui restent 4 à 5 ans, ça peut poser des problèmes. Les Chinois qui restent 10 ans, c'est déjà nettement plus intéressant parce qu'ils sont en phase, en tout cas. Et puis, la dernière partie, et ça a toujours été vrai dans l'histoire, c'est le côté militaire. C'est-à-dire une marine de guerre, ça coûte cher. Ça a toujours coûté cher. C'est pour ça que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de marine de guerre sur les océans, alors qu'il y avait des armées de terre partout. Mais ça coûte très cher. On a préféré d'abord armer les bateaux de commerce avec des canons pour que les gens puissent se défendre. Ensuite, l'État a payé des corsaires qui pouvaient garder la moitié du butin. Et finalement, on est arrivé à la marine de guerre. Eh bien, c'est simplement Élisabeth Élisabeth la Première en Angleterre, après avoir mis en déroute l'invincible Armada. Donc c'était ça vraiment le début de la première marine de guerre. Pour vous, le facteur de la marine de guerre est quelque part fondamental à créer une puissance maritime, puisque vous avez listé tous ces facteurs comme étant comme définissant une puissance maritime. Du coup, de ce fait, il y aurait très peu de puissance maritime dans l'histoire, puisque vous nous citez l'Angleterre d'Élisabeth Ier comme la première puissance à avoir véritablement une marine de guerre. Aujourd'hui, vous considérez qu'il y a combien à peu près de puissance maritime dans le monde? Non, c'est pas tout à fait ce que je disais. Je disais simplement qu'avant, on pouvait faire 100. Jusqu'à un certain point. Donc c'est ça. Donc les marchands eux-mêmes se protégeaient. Le problème, c'est que ça coûte plus cher, parce qu'il faut des équipages plus nombreux, il faut acheter des armes, et puis après tout, quand on est commerçant, on préfère commercer simplement et ne pas tirer au fusil ou au canon. Donc ça posait un problème de ce côté-là, essentiellement. D'accord. Alors, quant à dire maintenant quelles sont les grandes puissances maritimes, il y en a toujours eu dans l'histoire, mais Venise entre autres, enfin bref, bien avant l'Angleterre, et elles arrivaient à le faire sans aucun problème parce qu'elles étaient capables de combattre. Elles s'adaptaient à leurs époques, je dirais, à chaque fois, et à leurs ennemis du moment. Okay. Oui, je dirais que historiquement, d'ailleurs, une des premières puissances vraiment navales en Europe n'a pas été un État, mais a été la compagnie hollandaise des Indes orientales, la VOC, qui avait une flotte de commerce, bien sûr, mais qui avait aussi une flotte de navires de garde. Il faut dire qu'à l'époque, les navires n'étaient pas très différents entre le commerce et la guerre, parfois des parentés.
et qui avait une armée privée, donc qui était capable de développer son commerce s'il le fallait, et de protéger ses comptoirs, et s'il le fallait, à coup de fusil, effectivement, et à coup de canon. Donc il y a aussi eu ces exemples de puissances qui ont constitué des puissances navales sans avoir véritablement de projet politique précis derrière. Aujourd'hui, on a tendance à considérer quand même qu'il y a plusieurs degrés de marine. Hein. On parle parfois de marine de rang 1, qui serait la marine américaine, parce qu'elle sait tout faire et elle peut tout faire. Et puis après, il y a les marines de rang 2, de rang 3, de rang 4, où aussi il y a la distinction assez canonique entre les marines de haute mer, ou les Blue Navy, et les marines plus régionales. Donc il y a plusieurs degrés dans la puissance maritime, en fait. D'accord. La marine française sait tout faire, mais n'a pas assez de moyens. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est de rang 2. Voilà, Très bien. ce qui est déjà pas mal. On peut considérer par exemple la marine chinoise dans cette catégorie également? Oui. Pardon. Le problème de la marine chinoise, c'est que, en fait, pour faire une marine, il ne suffit pas de faire des bateaux. Donc les Chinois actuellement ont la plus grosse marine au monde, ou presque en tonnage. Hein. Ils viennent de dépasser les Russes. Ils sont pas encore au niveau des Américains, mais ils devraient y arriver assez vite, en tout cas avant 2030. À moins que les Américains, évidemment, nous donnent le coup de collier qui est nécessaire. Le problème, c'est pas ça. C'est que déjà, pour faire fonctionner un bateau, c'est pas simple, parce que vous avez plusieurs services qui fonctionnent en même temps, entre les canonniers, entre la propulsion, entre la navigation, etc. Tout ça doit fonctionner, et tout ça doit fonctionner de façon harmonieuse. Mais c'est pas tout. Ça, c'est un seul bateau. Après, quand c'est une force navale, là, ça devient plus difficile. Et quand il y a différents domaines de lutte contre les sous-marins, contre les avions, et que tout ça se passe en même temps, ça devient très difficile à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. Je vais juste du coup donner la parole à Jamant Débat pour faire une petite transition sur la flotte américaine, qui a préparé donc une chronique pour le Festival de géopolitique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Alors, bonjour à toutes et à tous nos auditeurs. Je suis Ariel, originaire de France. Je suis une Raymonta et je suis avec Bob. Bonjour, moi c'est Bob. Heureux d'être avec vous. Je suis un blobfish originaire du Texas, ça se voit pas. Mon père était un blobfish aussi. Ma mère, et en même temps cousine, était elle une murène stripteaseuse. Pas de jugement s'il vous plaît, on ne choisit pas sa famille. D'accord. Le sujet de cette chronique est la géopolitique maritime américaine. Les océans, encore lac américain? Mais taisez-vous! Taisez-vous! Hein, gna gna gna, pauvre conne! Pardon, ma fibre philosophique ressort. Ouais, bref, en 2014, la flotte américaine, c'était 283 bâtiments de combat, dont 10 ports aéronefs. Les Américains sont présents partout, ou presque sur le globe. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Oui, les Américains ont un budget de 148 milliards de dollars pour leur force navale, dont 22 seulement pour la construction navale. C'est peu dire que les océans sont un objectif stratégique important. Ah oui, construisons un mur contre les Mexicains. Dans l'eau, ce n'est pas possible, Bob. Pourtant, il faut garder nos frontières des dauphins. D'après Orelsan, ce sont des violeurs et on sait tous que c'est au Mexique que leur population est la plus importante. C'est Fox News qui le dit. Ah bah si c'est Fox News alors? Oui, bien sûr que je comprends, je vois, c'est cela, oui. Mis à part la bêtise de mon collègue, il y a plusieurs thèmes importants dans ce sujet. Les terroristes? Bob, non, ce sont les poissons chinois en mer de Chine qui sont au cœur d'un point de tension important. Les ambitions conflictuelles de la Chine et du Japon sont pour les USA un tournant important. Ah, je le savais, le péril jaune, c'est à cause d'eux et de leur invention, le réchauffement climatique, et que les USA sont sur le déclin. Il n'y a pas de réchauffement climatique à cause de l'homme. Il n'y a pas d'homme sur Mars, et pourtant il y a un réchauffement climatique. Donc c'est de la faute du soleil. Bah oui, c'est la faute du soleil. Les forces armées des États-Unis disposent en 2007 de 33 453 militaires et de 5 500 employés civils du département de la Défense au Japon. Mais plus globalement, environ 10% de leurs effectifs est déployé autour du globe. Ah, c'est nous qui avons les plus gros canons, l'air. Ouais, c'est essentiel pour garantir le bon fonctionnement du commerce mondial ainsi que leurs emprises dessus. Cela permet aux États-Unis de garder en sécurité leur territoire et leur économie. Malheureusement pour eux, c'est un espace vaste et mouvant, sous contrôle et par conséquent extrêmement complexe. À titre d'exemple, entre 2005 et 2012, Interpol et l'ONU ont estimé entre 330 et un peu plus de 400 millions de dollars le montant des rançons versées aux pirates somaliens. Somaliens? Mais c'est pas parmi les pays interdits d'entrée du territoire par le décret proposé par M. Trump. C'est pas non plus des gens originaires du nouveau pays inventé par celui-ci, la Namibie. Je comprends plus rien. D'ailleurs, les lacs américains, c'est pas à côté de Chicago, les Grands Lacs? Effectivement, les Grands Lacs font partie de votre frontière avec le Canada. Le Canada, qui en plus d'être un partenaire économique essentiel, est en concurrence avec nous à propos du pôle Nord. Le pôle Nord?
les USA s'intéressent-ils aux manchots? Ah non, pardon, c'est pour se rapprocher de notre ami entre tous, Monsieur Poutine. Oui et non. Premièrement, mettons tout le monde d'accord, les manchots sont au pôle sud et non au nord. Ensuite, les USA, la Russie et le Canada sont en conflit car la fonte des glaces permettrait une toute nouvelle route commerciale entre l'Asie et l'Amérique qui ferait gagner 8 jours de voyage, ce qui est énorme. Mais aussi car les minerais à prospecter sont très importants, je parle là de gaz, de pétrole, etc. Ah, Make America Great Again, c'est un moyen pour les États-Unis de faire de ce slogan une réalité. Car notre pays peut, si les négociations sont à son avantage, bénéficier de ses ressources. C'est donc un enjeu stratégique essentiel. C'est la seule phrase sensée qui sort de votre bouche, mon cher Bob. Et oui, de temps en temps, c'est la loi des probabilités. Un événement ayant eu très peu de chances d'arriver avec un grand nombre d'essais arrivera un jour ou l'autre. Bref, encore une fois, même si la puissance américaine est concurrencée tout autour du globe, ce n'est pas demain la veille qu'elle va disparaître. Toutefois, politiquement et militairement, elle va devoir trouver des réponses pour que ses intérêts ne soient pas mis en danger, et cela, nous l'espérons, sans escalade militaire. Comment? Sans escalade militaire, vous dites? Mais nous sommes les gendarmes du monde, et nous comptons bien le rester. Le livre d'Alfred T. Meehan, en 1890, est peut-être vieux, mais sa vision était en avance. Et je dirais pour conclure, Make America Great Again encore une fois, et surtout #Kopfefeu. Je dirais plutôt Make our planet great again, ou plutôt Make our planet great for once, en réfléchissant non pas en tant que pays, mais en tant qu'être humain. Les océans sont un bien commun de l'humanité depuis la Convention de 1982 de l'ONU, faisons en sorte qu'il le reste. Merci. Merci beaucoup du coup d'être passé. Vous avez soulevé beaucoup de problématiques dont on va parler tout au long de cette émission, comme l'enjeu qu'est l'Antarctique aujourd'hui. Mais d'abord, je vais revenir sur ce qu'avait dit Alfred Meehan et que vous avez dit mon débat dans la chronique. Donc dans son ouvrage The Influence of Sea Power Upon History, il développe la théorie du Sea Power en faisant référence à la suprématie maritime britannique du 19e siècle, selon laquelle une vraie grande puissance doit contrôler les océans. Est-ce encore vrai aujourd'hui ? Alors, Meehan, effectivement, c'est un des fondateurs de la pensée géopolitique navale américaine. Cela dit, il s'est quand même inspiré aussi de penseurs français, parce que les premiers qui ont été victimes de l'expansion et de la domination britannique sur les mers, c'est quand même la France. Et donc, il y avait déjà des auteurs et des officiers de marine français au XIXe siècle qui sont tombés dans l'oubli depuis, mais qui avaient très largement, en fait, préparé la voie, on va dire, à Meehan. Alors oui, c'est vrai que ce qui a été dit par Meehan reste globalement exact, mais les Américains, je dirais, ont complété en plus parce qu'ils en ont tiré une véritable vision du monde et une géopolitique mondiale, notamment avec Spikeman par exemple. C'est-à-dire que, en fait, pour eux, le contrôle du monde, c'est une combinaison entre une présence maritime et une occupation. Alors une occupation pas forcément au sens militaire et pas forcément au sens de contrainte, mais en tout cas une présence là aussi sous forme d'alliance, sous forme de relations amicales, etc., dans un certain nombre de lieux stratégiques comme l'Europe de l'Ouest, par exemple, comme la péninsule ou les péninsules d'Asie du Sud-Est, comme les archipels comme le Japon, comme l'Australie, de façon justement à encercler en quelque sorte ce que les géopoliticiens allemands avaient appelé le Heartland, c'est-à-dire la terre, le cœur de la puissance, qui est avant tout la puissance terrestre. Mais en ce qui concerne l'analyse géopolitique navale, on pourrait aussi se référer à l'amiral Castex, parce que lui aussi, qui est aussi un penseur politique français, enfin géopolitique français, lui aussi avait une vision qui n'était pas seulement navale, bien sûr, mais qui faisait partie, enfin qui intégrait cette composante navale en tant que, ou cette composante maritime plutôt, en tant que espace de liberté. En fait, c'est le grand apport finalement de la mer, c'est que sur la mer, on peut prendre l'initiative et on peut surprendre, ou en tout cas on pouvait surprendre tant qu'il n'y avait pas l'observation spatiale. Oui, en fait, on peut toujours d'ailleurs surprendre, hein, c'est pour ça qu'on a inventé le sous-marin par exemple, mais déjà, lorsqu'on voit... Il y a peu de satellites à pouvoir réellement détecter quel type de bateau on a. Si vous voulez, vous avez des satellites radars, vous avez des satellites d'observation, et c'est pas toujours évident, vu le nombre de bateaux qu'il y a sur les mers, de savoir, d'intercepter une force navale, par exemple, de savoir où elle est exactement. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Je reviens sur une chose qui était dite tout à l'heure, sur l'importance de la marine. N'oubliez pas que la mer étant un domaine de liberté, c'est-à-dire c'est aussi un domaine de tous les dangers, puisqu'il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de policiers et il n'y a pas de pompiers sur mer. Donc les forces navales, leur rôle, c'est aussi tout cela.
Donc en haute mer, ce sont les forces navales, avec quand même un bémol, c'est qu'elles n'ont normalement d'autorité que sur les bâtiments portant leur pavillon. Donc, ce qui fait que c'est assez difficile, sauf à demander l'autorisation au pays du contrevenant de pouvoir y aller, ou alors si on a détecté des choses qui sont absolument qui sont inacceptables, qui font partie des crimes, je dirais, c'est-à-dire la piraterie dès qu'on la voit, c'est-à-dire le trafic le trafic humain qui est extrêmement développé, ou alors l'esclavage sur les bateaux, ça existe beaucoup, surtout en Thaïlande. Il y a énormément de gens qui vivent dans ce domaine et qui profitent du fait que la mer soit un domaine de liberté pour en faire le contraire. Mais justement, on parlait de la mer en domaine de liberté. Il y a eu justement la convention de Montego Bay qui a justement essayé de régler un peu, de mettre des règles dans cet océan de liberté. Et les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Et donc, est-ce que vous pensez que ça va être justement, là c'est un avantage pour les États-Unis, ou ça leur montre vraiment qu'eux, ils veulent vraiment préserver la mer comme un océan de liberté où on ne peut imposer aucune contrainte? Alors, les États-Unis ont une position qui est assez particulière, on va dire. C'est vrai qu'ils n'ont pas ratifié la Convention de Montego Bay, mais ils l'appliquent. Ils l'appliquent et ils surveillent qu'elle soit appliquée par les autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas être engagés par ce texte parce qu'il y a un certain nombre d'inconvénients qui pourraient en résulter. Mais ils considèrent que c'est effectivement un bon texte parce que c'est un texte qui permet de réguler en fait les conflits, sinon innombrables, qui menaçaient d'éclater à partir des années 50, quand les États commençaient à réclamer pour les uns 200 000 nautiques de mer territoriale, par exemple, ou des droits à l'appropriation réelle des océans. Les Américains ont beaucoup fait pour faire reconnaître justement l'idée que l'océan est un bien commun de l'humanité. Ce qui est assez paradoxal pour un pays qui est profondément libéral et capitaliste. Mais il y va aussi, je dirais, de la liberté de la grande puissance, de toutes les grandes puissances navales, à pouvoir circuler sur un océan qui doit rester effectivement un espace libre. Et c'est vrai que la Convention de Montego Bay présente l'avantage, tout en ayant donné aux États une facilité de réglementation de l'accès aux ressources, d'avoir garanti la libre circulation de tous les navires, y compris les navires de guerre, y compris dans les espaces un petit peu qui peuvent poser un peu problème, notamment les détroits internationaux par exemple. Parce que si on appliquait par exemple le droit de la mer territoriale strictement aux détroits indonésiens, il n'y a aucune partie des détroits indonésiens qui seraient des eaux internationales. Ils appartiennent soit à la Malaisie, soit à l'Indonésie, et donc voilà, ce sont des États, de même que le Pas-de-Calais n'est pas une zone internationale, c'est soit français, soit britannique. Mais ce sont des détroits internationaux, donc tout le monde a le droit de passer. Oui, et n'oubliez pas qu'en 90% des biens qui sont transportés dans le monde le sont par la mer. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de cet espace liberté. Et je vais plus loin. Si je regarde le transfert des données, 98% à 99% des données que vous utilisez sur Internet ou peu importe, toutes les données passent par des câbles sous-marins et non pas par l'espace. L'espace, c'est 1 à 2% seulement. Et pourquoi? Parce que ça va beaucoup plus vite par les câbles sous-marins qu'aller à 36 000 km d'altitude et revenir. En plus, ça demanderait des satellites énormes, des satellites géostationnaires absolument énormes. Donc si vous voulez, tout ça, c'est nécessaire au fonctionnement de l'économie mondiale. D'ailleurs, on parlait donc de la Convention de Montego Bay qui a remis au goût du jour donc l'importance des espaces maritimes. Comme on le disait aussi, elle a pu engendrer de nouveaux contentieux frontaliers. Donc on parlait des détroits, mais on peut aussi penser à la mer de Chine méridionale avec les revendications sur, par exemple, les îles Spratly. Donc ça a entraîné une montée en puissance des aspects géopolitiques et géostratégiques des océans. D'où cette question, quels sont aujourd'hui donc les grands enjeux des mers? En d'autres termes, pourquoi aujourd'hui on se bat pour contrôler les mers? Alors, d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des Américains qui n'ont pas signé, mais qui appliquent la Convention de Montego Bay. Ce qui est intéressant, c'est que les Chinois l'ont signé et ratifié, et que justement, on pourrait croire qu'ils ne l'appliquent pas. En fait, c'est pas tout à fait exact. Parce qu'il y avait vous savez, ce qu'on voit dans les contrats d'assurance en tout petit écrit en bas, il y avait effectivement une possibilité de dire que sur certains domaines, et entre autres sur la partie
partie mers historiques, il ne reconnaissait pas la Convention en l'état. Et il s'appuie là-dessus, ce qui fait qu'actuellement, lorsque les Chinois ont rejeté le jugement de la Cour arbitrale de La Haye à propos à propos de la plainte déposée par les Philippines, donc normalement c'est exécutoire. C'est obligatoire, hein. C'est au niveau international, c'est obligatoire. Et les Chinois, le lendemain, ont fait un livre blanc de 20 pages qui était préparé depuis très longtemps, hein, parce qu'ils l'attendaient, ça. Tout le monde l'attendait d'ailleurs. Et on dit non, c'est à nous. Et c'est à nous depuis toujours. Et c'était à nous depuis avant la Convention de Montego Bay. Et de plus, nous avions pris cette précaution liminaire de ne pas signer ça. Donc tout ce que vous dites est faux et non avenu. Circulez. Qui va vouloir faire la guerre à la Chine, qui a un droit de veto aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, autrement dit, ce ne seront donc pas les Nations Unies, qui sont une puissance nucléaire et qui ont la deuxième marine au monde. Qui va faire la guerre pour un problème d'îles, de petites îles ? Personne ne le fait. D'autant plus qu'ils ont fait un autre livre blanc sur l'utilisation des moyens militaires en disant nous sommes, je ne sais plus comment ils appellent ça, je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai oublié, j'ai oublié le terme, en gros, si vous voulez, ils se donnent l'autorisation d'agir s'ils sont attaqués. Et c'est eux qui sont juges de l'attaque. Et je prolongerai également, je dirais, qui va faire la guerre à la Russie, qui a posé son drapeau sur le pôle Nord, par 4000 mètres de fond en 2007, en disant « c'est à nous ». Sur la dorsale de Lomonosov, les Chinois ont fait la même chose en mer de Chine méridionale. Les Chinois copient beaucoup de choses, hein, il faut bien savoir que dans la maîtrise de la conception chez les Asiatiques, copier, ce n'est pas mal. C'est simplement comprendre un problème pour aller plus loin. Donc ça fait partie de la maîtrise de la conception pour les ingénieurs. Hein. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc les Chinois, là en l'occurrence, ont vu que les Soviétiques, c'était quand même une marque forte. Et bien ils ont fait la même chose. Parce qu'entre-temps, ils ont développé des engins capables d'aller à 4000 mètres de fond qu'ils n'avaient pas avant. Donc ils faisaient partie à ce moment-là des 5 pays capables de le faire. Et ils l'ont marqué en mettant un petit pavillon. En tant que marin, c'est pas un drapeau, c'est un pavillon. Un pavillon au front des mers, et voilà. Donc c'est un signe fort. Juste du coup, je reviens à ma question. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont allés jusqu'à se battre, par exemple, pour les îles au niveau des Philippines, et pourquoi aller jusqu'à mettre un pavillon dans l'Antarctique, etc. Alors, à propos des Chinois, donc les Chinois, leur pavillon, c'est en mer de Chine méridionale, hein, qu'ils l'ont mis. Oui, je parlais des Russes, du coup. Alors, en gros, par rapport à n'importe quelle puissance maritime. Non, simplement, les Chinois ont très peu d'eau, c'est-à-dire de zones économiques exclusives, du fait de leur position et du fait que lorsque Mao a repris le continent, enfin je dirais la Chine continentale, il a réussi à reprendre quelques îles au large de la Chine continentale. Il n'a pas réussi à reprendre Taïwan, ni les Pescadores, enfin il y a quelques îles qu'il n'a pas réussi à prendre. Et quand il a voulu les reprendre par la suite, les Américains ont envoyé des porte-avions en leur disant, écoutez, qui a le gros bâton, qui n'a pas le gros bâton, hein, on en parlait tout à l'heure, mais donc, et ça a tout arrêté, ça a arrêté toute velléité. Alors, les Chinois ont besoin de la mer de Chine méridionale parce que ça agrandit déjà leurs eaux. Hein. En mer de Chine méridionale, vous avez 10% des pêches des pêches à l'échelle mondiale, et il faut savoir que le Chinois normal mange 2 fois plus de poissons que l'humain moyen. Hein. Donc voilà, donc ça c'est déjà important. Vous avez aussi du pétrole, hein. Il y a aussi des gaz, mais à la limite c'est peut-être pas ça le plus important. Mais il y a aussi quelque chose sur un plan stratégique qui est très 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 important, c'est que les Chinois, la mer de Chine méridionale est la seule mer profonde qui existe au large des côtes chinoises. Donc c'est le seul endroit où la force océanique stratégique chinoise peut se déployer, c'est-à-dire les sous-marins lanceurs d'engins. Ils ont mis 20 ans à les mettre au point, mais ils sont au point, et il semblerait que la première patrouille opérationnelle ait lieu en 2015. Ça fait 20 ans qu'ils en ont. Hein. Les Chinois n'est pas pressés.
ce qu'il veut, c'est développer et faire des choses qui sont bien. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les Chinois attaquent n'importe quoi demain. Non, ils attaqueront quand ils seront prêts, s'ils doivent attaquer. Mais justement, par rapport à ça, les États-Unis, comment peuvent-ils réagir? Parce que les États-Unis ont aussi beaucoup d'intérêt dans le Pacifique. Ils ont déployé de nombreuses bases, notamment, je pense à une île par exemple comme Okinawa au Japon, avec des bases importantes, du moins par le passé. Et qu'est-ce qu'on pensait de cette perte? C'est un peu une perte de contrôle, du coup, quelque part. Comment on peut réagir du côté des États-Unis face à cette montée en puissance chinoise? Alors, d'abord, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un contexte régional et que la montée en puissance chinoise est un des facteurs, peut-être probablement même le facteur déterminant d'une course aux armements navals qui est devenue à peu près générale. Alors, il y a aussi d'autres éléments dans le monde dans ce sens, mais il y a aussi des pays comme le Vietnam, comme la Corée du Sud, comme le Japon, qui ont développé tout à coup des capacités militaires et en particulier navales bien plus importantes que ce qu'ils avaient avant. En particulier le Japon, alors ça s'inscrit à la fois dans une reconsidération globale de sa stratégie depuis la fin de la guerre froide, mais très clairement le fait que le Japon cherche finalement à posséder aussi une capacité aéronavale, c'est une façon pour lui aussi de répondre à la menace chinoise. Donc de toute façon, il y a une forme de montée des tensions, au moins sur le plan des déclarations, on va dire. On se souvient qu'en 2014, le Premier ministre japonais, par exemple, à Davos, avait fait un parallèle avec la situation en 1914 en Europe, où personne ne croyait qu'il y aurait une guerre, et finalement, 6 mois plus tard, effectivement, les États européens, qui étaient pourtant très très liés par des relations commerciales, qui avaient beaucoup d'échanges, etc., avaient décidé de se déclarer la guerre, et s'était fait une guerre atroce de 4 ans. Donc, il y a une montée des tensions. Au milieu de tout ça, il y a la présence américaine, et c'est vrai que les États-Unis, ils ne peuvent pas se risquer à une confrontation évidemment brutale avec la Chine. Alors il y a tout un ensemble d'opérations, je dirais, on voit, enfin il y a une espèce de chronologie qui égrène des incidents, soit entre des navires, soit avec des bateaux, etc. Disons que les Américains font ce qu'ils font d'habitude sur les mers, c'est-à-dire qu'ils essaient de marquer leur territoire pour dire aux Chinois, attention, ce que vous faites là, c'est pas correct. Par exemple, ils envoient des bateaux de guerre qui viennent passer dans la zone des 12 nautiques pour dire non, c'est pas votre mer territoriale, ou même si c'est votre mer territoriale, de toute façon, moi j'ai le droit de passer, donc j'y passe. Et donc il y a régulièrement des incidents navals, ce qu'on appelle les incidents navals, qui ne dégénèrent pas pour l'instant, mais qui montrent que les Américains essayent de faire valoir leur position. Sauf qu'en face, évidemment, la marine chinoise, c'est pas tout à fait les marines iraniennes ou libyennes auxquelles les Américains se sont heurtés ou se sont frottés il y a quelques années. En fait, personne ne veut que ça dégénère, si vous voulez, et pas les Chinois non plus, ils n'ont rien à y gagner. Eux, ce qu'ils veulent, c'est développer leur commerce. Hein. C'est ça le fond, le fond de leurs idées. Cela dit, il s'est produit un problème, justement, au cours d'une confrontation au large des îles Senkaku, ou Diaoyu, si vous préférez parler chinois, mais c'est d'ailleurs en mer de Chine orientale, c'est au bout de la chaîne des Ryukyu, juste avant Taïwan. Donc les Japonais considèrent que ces îlots, parce qu'il n'y a vraiment rien à y faire, hein, c'est des petits îlots, leur appartiennent. Les Chinois des deux côtés, Taïwan et la Chine communiste, considèrent que c'est à eux. Donc il y a régulièrement des bagarres de bâtiments des gardes-côtes et de pêcheurs. Il faut voir les photos, hein, c'est des centaines de bateaux qui essayent de s'éperonner. Pas les gardes-côtes, parce que c'est la loi, mais ils essayent d'éviter les autres. Bon, eh bien, écoutez, ça se passe pas bien un jour. C'est-à-dire qu'il y avait un bâtiment de guerre japonais qui était présent et qui a détecté, qui a été éclairé par un radar de conduite de tir chinois. C'est-à-dire que c'est un gros bateau chinois, un destroyer. Avant de tirer, il y a un radar de conduite de tir qu'on fixe sur l'objectif juste avant de tirer. Et là, il détecte qu'il est éclairé, désigné par ce radar, et normalement, il aurait dû répondre. C'est-à-dire tirer, d'abord. Là, c'est du western, à ce stade-là. C'est le premier qui tire. Mais c'est vrai partout, hein, c'est le combat naval, ça. Et le commandant du bateau japonais a eu le bon goût de ne pas le faire. Il prenait un risque.
que si l'autre tirait, c'était trop tard pour riposter. Donc il a pas fait. Mais les Chinois se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin, et c'est à ce moment-là ils avaient 6 organisations type garde-côte, et ils les ont regroupées en une seule pour avoir un commandement unique. En fait, pas les 6, il y en a quand même une qui reste à part, et ils en ont regroupé 5. Donc si vous voulez, ça reste là-dedans, et pour éviter que ça se reproduise, maintenant, il n'y a plus de bateaux de guerre chinois, dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire ils sont tenus loin. Les Japonais font la même chose. Ce sont les gardes-côtes donc c'est la police, si vous voulez, en gros, qui interviennent là. Et les Chinois interviennent en plus avec leur milice maritime. Là, ce sont des pêcheurs avec des bateaux en fer, parce que plus costaud, qui sont entraînés militairement et qui agissent, qui vont même débarquer sur les îles Senkaku en disant, et les Chinois disent, mais ce ne sont pas des militaires, ce sont simplement des patriotes chinois, pêcheurs, qui sont furieux et qui décident d'aller simplement montrer que ces îles appartiennent à la Chine. Donc nous, on n'y est pour rien, nous, gouvernement, j'en vous assure. C'est voilà. comme les volontaires en Corée. Quoi. Comme les volontaires en Corée, voilà. L'armée chinoise. Et donc, si vous voulez, vous avez cette... Ça permet de baisser le risque de déflagration tout en atteignant quand même les objectifs qu'ils veulent. Tout en entretenant en fait un espèce de climat de conflit permanent, mais froid. Voilà, alors c'est quelquefois très dur parce que il se passe la même chose avec la Corée, parce qu'il y a aussi un problème d'eau entre les pêcheurs chinois et les gardes-côtes coréens, mais il y a des morts, c'est-à-dire que les pêcheurs chinois, quand ils attrapent un garde-côte, ils le poignardent. Ça se passe, c'est très violent, c'est extrêmement violent. Quand s'ils peuvent couler le bateau, les gardes-côtes, ils vont les prôner de façon à le couper en deux, si possible. C'est extrêmement violent. Je vais juste du coup recentrer peut-être un peu plus sur les États-Unis, qui sont vraiment le sujet de cette émission. Donc on parlait de la mer de Chine méridionale, tout ce qui est océan Indien et Pacifique. Et donc on remarque aussi depuis un certain temps un basculement de la flotte américaine, donc de l'Atlantique vers le Pacifique, avec 2/3 des forces qui se trouvent dans le Pacifique actuellement. Donc c'est ce qui a été appelé la stratégie du pivot. Alors je voulais savoir du coup si cette stratégie existait encore aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'ils avaient mis en place cette stratégie. Alors la stratégie du pivot, c'est une stratégie qui a été, c'est une expression qui a été utilisée par le président Obama, qui arrivait avec une vision géopolitique très centrée sur l'ère Pacifique. À la fois parce que ça correspondait à l'analyse, on va dire, des géopoliticiens américains proches du Parti démocrate à l'époque. Ça correspondait aussi à l'évolution de l'économie mondiale. Et puis parce que lui-même, il avait reconnu d'ailleurs dans un de ses livres, ne se sentait pas vraiment des affinités avec l'Europe. Parce que voilà, il est né à Hawaï et il avait vécu aux États-Unis, et donc l'Europe, il y est allé très très tard. Et donc il faut d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais il faut prendre en compte cette dimension parce que jusqu'à présent on est habitué à considérer les Américains comme des sortes d'Européens qui ont soit bien soit mal tourné, ça dépend des points de vue, mais qui restent quand même proches de la culture européenne et de la civilisation européenne. Attention, ça sera de moins en moins vrai parce que d'abord la population américaine change énormément, il y a beaucoup de Mexicains qui arrivent, ou de Latino-Américains en général, et puis de plus en plus, évidemment, les Américains historiques, on va dire, perdent un peu le contact avec leurs ancêtres européens. Donc même si la civilisation a quand même des bases communes, il y a une distanciation qu'il ne faut pas négliger, même si il y a quand même des convergences importantes. Bon, je ferme la parenthèse sur ce point-là. Donc cette affaire du pivot, en fait, depuis qu'Obama n'est plus là, et même avant même qu'Obama n'ait fini ses mandats, les Américains n'en parlent plus vraiment. Alors certes, il y a eu une redistribution de la flotte américaine entre l'Atlantique et le Pacifique. Il y a plus effectivement de flottes dans le Pacifique que dans l'Atlantique, mais enfin l'écart entre les deux n'est pas énorme, c'est de l'ordre de 60-40. Quand on voit la différence de taille entre le Pacifique et l'Atlantique, on peut se dire que c'est finalement assez logique, et que de toute façon, c'est aussi très très logique que cette zone qui est quand même beaucoup plus conflictuelle
potentiellement que l'Atlantique, aujourd'hui, soit l'objet d'une surveillance accrue de la part des États-Unis. C'est clair que les risques d'une escalade qu'il faudrait justement, en jouant les pompiers, comme disait M. Deline tout à l'heure, ce sont les marines qui jouent les pompiers aussi. Ces risques d'escalade à conjurer, ils sont plus sur le Pacifique ou sur l'océan Indien qui est juste à côté, que dans l'Atlantique. Aujourd'hui, l'Atlantique, même s'il y a une recrudescence de la présence sous-marine russe qui rappelle un peu, qui a un peu des airs de retour de la guerre froide, malgré tout, bon, l'espace atlantique est un espace qui est très largement pacifié. Alors, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes avec les Russes, effectivement, les passages sous-marins russes, là, qui sont arrivés à un stade qui correspond à ce qu'il y avait pendant la guerre froide, c'est-à-dire ce sont les sous-marins de la flotte du Nord qui descendent en Méditerranée, ils sont donc obligés de passer au large de la Grande-Bretagne et de la France, et ces bateaux, ces sous-marins, si vous voulez, ont été pistés soit par des sous-marins occidentaux, soit par des avions de patrouille maritime, donc les Orions ou les Atlantiques français, les Orions, et les Britanniques avaient leur propre aviation de patrouille maritime qui était d'ailleurs absolument excellente. Le seul problème, c'est que cette aviation de patrouille maritime appartenant à l'armée de l'air et à la Royal Air Force, le jour où il a fallu aller en Afghanistan et faire beaucoup d'efforts, elle a supprimé carrément l'aviation de patrouille maritime, ce qui la mettait dans l'incapacité absolue de rechercher les sous-marins. Et actuellement, elle fait appel de temps en temps à la France, à des pays, à la Norvège et autres, et elle est en train de racheter rapidement des avions aux États-Unis, ce qui fait que le départ des États-Unis pose un véritable problème, là, si vous voulez. Le départ partiel, certainement, mais il y a quand même un trou actuel, ce qui fait que je pense que c'est la raison pour laquelle la marine américaine a arrêté un petit peu cette histoire de pivot. Et d'ailleurs, on oppose souvent la stratégie du pivot à la stratégie du collier de perles chinois. Est-ce que ça aussi c'est une vue de l'esprit, ou est-ce que c'est vraiment une stratégie mise en place par les Chinois pour sécuriser leur approvisionnement? Alors c'est pas une stratégie sinon commerciale, je dirais. Donc là on n'est plus dans le domaine militaire, plus vraiment dans le domaine militaire. Simplement, le collier de perles, c'est une invention américaine. Enfin bon, les Chinois ont pris le contrôle, ont cherché à prendre le contrôle d'un certain nombre de ports, un petit peu partout, où ça pouvait être intéressant. Dedans, il y avait le Pirée, d'ailleurs, il y avait une partie du port du Pirée, et ça, c'était ce que les Américains appelaient le collier de perles. Alors, si vous regardez bien une carte, on voit bien pourquoi c'est un collier de perles, puisque ça passe par Malacca, le plus bas est en Malacca, il y en avait quelques-unes en mer de Chine méridionale, et les autres dans l'océan Indien. Donc, c'est vrai que c'était joli, mais c'est pas chinois, ça. En revanche, quand un peu plus tard, le président Xi Jinping, en 2013, a parlé de la route de la soie, comme par hasard, ce sont les mêmes ports qui ont été pris. Donc ils avaient déjà, encore une fois, les Chinois regardent dans le temps long. Donc ils avaient déjà cette idée, il fallait se développer, il fallait développer les échanges par l'océan Indien, c'est-à-dire vers l'Europe d'abord, donc l'océan Indien, détroit de Bab-el-Mandeb, la mer Rouge, Suez, la Méditerranée, et aussi pour l'Afrique plus tard. Bon, l'Afrique actuellement, c'est pas très très intéressant, quoique, il y a des pays qui commencent à monter, et là, ils sont au premier rang. Il y a le Kenya, il y a effectivement l'Éthiopie, surtout l'Éthiopie, ça fait 2 années d'affilée qu'elle a un taux de croissance de 11%, et c'est un pays qui est enclavé, donc qui ne peut rien sortir. Et comme par hasard, les Chinois s'installent à Djibouti, font un port qui s'appelle Doralé, et font une voie de chemin de fer. Pardon, je sais peut-être aller un peu vite. Ils font une voie de chemin de fer qui permet justement de sortir plus de 90% de l'économie éthiopienne via Djibouti. Cela dit, la semaine dernière, ou il y a un mois, je ne sais plus très bien, Djibouti a remis ça en cause, c'est-à-dire l'attribution de Doralé aux Chinois a été remis en cause. Donc là, il y a un problème, si vous voulez, il y a un problème important. Suivez ça dans la presse. Est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de parler d'une certaine passation de pouvoir, quelque part, entre les États-Unis et la Chine en ce qui concerne le contrôle des mers? Parce que là, ce que vous êtes en train de nous décrire concrètement, c'est quand même que
La Chine s'étale de plus en plus, elle sort de ses frontières, chose qu'elle ne faisait pas auparavant, puisque on se souvient que depuis la stratégie qui avait été initiée par Deng Xiaoping était de redevenir une puissance internationale, d'abord en se concentrant sur des objectifs très personnels pour la Chine, en relançant peut-être l'économie, en lançant des réformes et des modernisations. Mais aujourd'hui, la Chine sort de ses frontières et elle s'étend de plus en plus. Est-ce que vous pensez justement qu'il peut y avoir une certaine passation de pouvoir ? Pour l'instant, rien n'indique que les dirigeants chinois aient envie de remplacer les Américains. En particulier dans toutes les missions qui sont à très très longue distance pour eux, et qui sont des missions difficiles. Garder le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab el-Mandeb ouvert, garder le canal de Suez à l'abri d'une menace importante. Les Chinois n'ont pas spécialement envie de le faire, d'ailleurs personne n'a spécialement envie de le faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, la montée en puissance de la marine chinoise a d'abord des objectifs, comme disait M. Edelin, d'assurer le commerce de la Chine et d'assurer la maîtrise de la fameuse mer de Chine méridionale, parce que, effectivement, pour les questions de dilution des sous-marins, comme on dit, c'est-à-dire de disparition des sous-marins quand ils commencent leur patrouille, il faut qu'ils puissent plonger dans des profondeurs importantes pour qu'on les perde. Pour ces raisons-là, ils ont besoin de contrôler ces zones-là. Et puis plus pour quelques raisons. Voilà. Mais le cas du collier de perles est très emblématique. En fait, le collier de perles s'explique complètement quand on a en tête l'expression utilisée par Hu Jintao en 2003, qui était le dilemme de Malacca. Le dilemme de Malacca pour la Chine, c'est que vous avez le détroit de Malacca, qui a relativement peu d'itinéraires de contournement, et par lequel passe, j'ai relevé quelques chiffres par-ci par-là, 100% du soja qu'importe la Chine, 90% de son pétrole, 50% de son fer et 40% du gaz naturel. Donc toutes ces importations chinoises passent par Malacca. Et inversement, les exportations chinoises, qui sont, on le sait, vitales pour le développement du pays, passent aussi, pour une partie en tout cas, celle qui va vers l'Europe, passent aussi par ce détroit de Malacca. Or, un détroit comme Malacca, c'est extrêmement vulnérable. Parce que faut bien imaginer que c'est des détroits qui font à peu près 20-25 mètres de profondeur. Quand vous avez un navire comme un porte-conteneur ou un pétrolier, si vous êtes un navire qui coule au milieu de ce détroit, un porte-conteneur ou un pétrolier, ça fait 60-70 mètres de haut en tout. Donc si ça tombe sur un fond à 25 mètres, il en reste quand même une bonne partie qui ressort et qui fait un obstacle au commerce. Or, vu le rythme des navires, Malacca c'est à peu près 80 000 navires par an, vu le rythme du passage des navires, il n'y a pas intérêt à ce que la circulation soit entravée à un seul moment. Donc tous les itinéraires qu'on a évoqués dans le collier de perles, c'est souvent en fait pour développer des itinéraires terrestres qui permettent d'éviter Malacca ou de décharger en partie Malacca, le port de Birmanie qui va ensuite déboucher directement sur l'ouest de la Chine, le port du Pakistan ce sera pareil. Et il y avait même le projet, et qui est mentionné d'ailleurs dans les projets de la route de la soie, il y a même le vieux projet qui avait été abandonné dans les années 70 d'un canal de Kra, le canal de Kra, c'est un canal à travers l'isthme qui est au sud de la Thaïlande, qui a aussi été réactivé. Alors pour l'instant, le dirigeant chinois, on ne parle pas trop. Ils sont plus focalisés à la limite sur le canal du Nicaragua que sur le canal de Kra. Mais là aussi, c'est un projet d'un canal qui permettrait justement d'éviter le passage par Singapour et donc d'éviter là aussi un risque pour la navigation. Oui, alors je voudrais ajouter une chose simplement, c'est que n'oubliez pas que la route de la soie, ça sert... le projet de route de la soie, c'est essentiellement d'améliorer les infrastructures portuaires, si vous voulez. Ce qui permet, pourquoi ? Simplement, la Chine a actuellement 6 des 10 plus grands ports au monde, parfaitement automatisés, qui sont capables qui bientôt seront d'ailleurs totalement automatisés, il n'y aura plus d'intervention humaine. Donc les porte-conteneurs qui portent 24 000 conteneurs pourront être chargés en sachant parfaitement où est tel conteneur, si vous voulez, et où il doit être débarqué. Et ces bateaux, lorsqu'ils repartent, ils ne vont pas à une seule destination. Ils font un certain nombre d'escales pour débarquer les conteneurs là où c'est nécessaire.
nécessaire. Et le problème, c'est que si ces ports ne sont pas aussi bien équipés, s'il vous faut 15 jours pour débarquer 2 conteneurs, alors qu'il a fallu 4 heures pour embarquer 24 000, j'exagère hein, évidemment, mais je force le trait, mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, la supply chain ne fonctionne plus du tout. Hein. La valeur de la supply chain, c'est la valeur du plus faible de ces maillons, hein, comme toujours. Et donc les Chinois ont besoin de développer cela, c'est pour ça qu'ils ont créé une banque, c'est pour ça qu'ils aident tous ces pays. L'idée, c'est d'aider à l'infrastructure. Et ça les intéresse directement, parce que ça permet d'améliorer leur commerce. Or, leur commerce, c'est ce qui leur a permis de remonter la pente. Lorsque vous disiez que Deng Xiaoping ne voulait pas travailler avec ça, non, c'est pas tout à fait vrai. Deng Xiaoping n'a pas voulu provoquer les autres pays. Simplement, il l'a fait. Mais en revanche, il a lancé l'économie, les échanges, il a multiplié les échanges, les flux par le côté maritime. Je vais juste du coup très rapidement, si les Chinois donc développent cette stratégie donc au niveau des ports dans l'océan Indien, seulement pour sécuriser leurs approvisionnements, pourquoi est-ce que les États-Unis tiennent tellement à maintenir leur présence dans cette partie du monde aujourd'hui ? C'est essentiellement à cause de leurs alliés, c'est-à-dire qu'ils ont pris des engagements de protection de Taïwan, de la Corée du Sud, du Japon, et ils ne peuvent pas les laisser tomber. Pratiquement, une bonne partie de l'Asie du Sud-Est et de l'Est est alliée des États-Unis, soit, je dirais, historiquement, j'en ai cité quelques-uns, mais vous avez la Thaïlande aussi, vous avez les Philippines, etc. Soit se sont rapprochés des États-Unis parce que, justement, il y a la menace chinoise, c'est le cas du Vietnam, par exemple, ou de l'Inde. Les Américains ont les responsabilités d'une puissance mondiale, et ça fait partie à la fois de leur vision du monde, les fameux Rimland de Spikeman, et ça fait partie de leur crédibilité en tant que puissance. Et ça fait partie de leur force aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les Américains sont forts parce qu'ils ont un instrument militaire très fort, notamment de la marine, mais ils sont aussi forts parce qu'ils peuvent aussi agir avec d'autres alliés. Il y a aussi un problème dans tous ces pays de l'ASEAN, c'est que tout ça, c'était des pays qui étaient tributaires de l'Empire du Milieu avant. Hein. C'est-à-dire qu'ils payaient tribut. Hein. Ils n'ont aucune envie que ça recommence, quoi, si vous voulez. Donc ils se méfient. Et ce qui explique la course aux armements, en fait, c'est d'ailleurs essentiellement une course aux sous-marins actuellement. Tout le monde veut son sous-marin. Pourquoi ? Parce que le sous-marin, c'est un peu une arme de dissuasion, même s'il n'a pas d'armement nucléaire. C'est une arme de dissuasion. Le sous-marin, il sait faire 2 choses. Il sait observer et tuer. À part ça, il ne sait pas. Hein. Il ne sait pas faire des cocktails pour du soft power. Soft power sur un sous-marin, c'est pas montrer le pavillon. Voilà, montrer le pavillon, c'est pas son truc. En revanche, on peut dire attention, j'ai mis un sous-marin là, j'en ai même mis 5 et ne pas remettre. Ou il peut y avoir un navire qui explose tout à coup, on ne sait pas pourquoi. Du coup, le sous-marin, c'est le nouveau bâtiment de guerre qui permet vraiment le contrôle des mers plus que le porte-avions. Ah non, mais ces pays-là n'ont pas de porte-avions à ce moment-là, si vous voulez. Parce que le porte-avions, c'est hors de portée, c'est tellement cher. Parce que la Chine a lancé la production d'un 2e porte-avions. D'un 3e. Est-ce que c'est simplement de l'ordre du symbole, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de multiplier vraiment son nombre de porte-avions dans un objectif stratégique clair? En fait, la Chine a observé que pour faire la projection de puissance, elle avait besoin d'un porte-avions, parce qu'un porte-avions, c'est une base aérienne qui se déplace, hein, qui peut intervenir n'importe où. Donc, sachant que 80% de la population du monde vit à moins de 200 km de la côte à peu près, donc un porte-avions peut intervenir à peu près partout. Or, la Chine a maintenant des ressortissants un peu partout dans le monde, et elle a besoin d'aller chercher. Souvenez-vous qu'elle l'a déjà fait en Libye, c'est-à-dire au moment il y avait 36 000 Chinois en Libye, et il y avait 36 000 Chinois en Libye. Là, c'est pas par la mer qu'elles évacuaient, mais elle avait au moins une frégate qui était au large pour surveiller un petit peu tout ce qui se passait. Elle est allée plus loin, puisque au Yémen, lorsqu'il a fallu évacuer les étrangers, ce sont les bateaux chinois qui, pour la première fois, ont évacué des Chinois et des étrangers. Donc elle montre, si vous voulez, petit à petit qu'elle est capable d'intervenir. Elle n'avait pas besoin de frapper à ce moment-là, mais un porte-avions, ça vous donne une certaine aisance.
Je rebondis assez vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps donc, dans cette émission. Je rebondis assez vite sur le fait que vous parliez justement qu'il fallait que les États-Unis assurent leur puissance navale dans cet océan Indien. Est-ce que ça veut dire que s'ils perdent cette puissance navale, ils perdent leur état de puissance internationale ? Non, parce que ça restera une puissance majeure, mais incontestablement, le fait d'être allié des États-Unis pourra être questionné et certains États pourront se réfléchir sur l'opportunité de rester alliés avec une puissance qui est sur le déclin. Les États-Unis ne baisseront jamais les bras côté maritime, si vous voulez. C'est avant tout une puissance maritime. Donc c'est le premier first service, hein, leur première armée, si vous préférez. Une réaction. Pierre ? Mais donc la Chine est en train justement de rendre un peu les États-Unis le dindon de la farce. C'est-à-dire que les États-Unis, pris par leur engagement dans leurs pays alliés et aussi avec leur volonté d'assurer leur puissance sur les mers, vont assurer la sécurité sur les mers, pendant que la Chine, égoïstement, va retirer les fruits et va profiter pour ses approvisionnements. La Chine a besoin de protéger son propre commerce. N'oubliez pas que c'est elle qui fait le plus. Mais donc la Chine, c'est vraiment que pour le commerce, et les États-Unis, c'est aussi pour la sécurité et puissance. Non, c'est pareil pour tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. Mais il faut remarquer quand même que la Chine est presque plus dépendante des mers et de l'extérieur que les États-Unis, enfin même pas presque, elle l'est. Si on regarde par exemple les importations pétrolières, pour la Chine, elles viennent de beaucoup plus loin, alors que les États-Unis maintenant se fournissent énormément sur leur propre continent. D'abord déjà, ils vont redevenir la première puissance pétrolière avec les pétroles de schiste, mais ils se fournissent énormément au Mexique, au Canada, au Venezuela ou en Afrique, donc ils ont beaucoup moins besoin des importations du Moyen-Orient par exemple que la Chine. Ils sont exportateurs nets ou sur le point de l'être, en hydrocarbures. On le redonne. Tu veux dire quelque chose parce que j'aimerais bien enchaîner peut-être sur justement le fait que du coup, est-ce que la mer pour les États-Unis est encore un espace d'opportunité aujourd'hui, comme vous le dites là, ils vont repasser bientôt exportateurs nets en pétrole, ou est-ce qu'elle est en train de devenir une menace peut-être justement parce qu'ils perdent un peu de contrôle? Non, regardez une carte. La Chine, c'est une île. Bon, le Canada, ça c'est pas un ennemi. Le Mexique, même si c'est un ennemi, c'est un petit ennemi. Hein, donc voilà. Donc les États-Unis se sont toujours considérés comme une île géostratégique. Hein, donc de ce côté-là, il faut se protéger. Les problèmes, ils venaient initialement de l'Europe. Hein, L'Américain, c'est a priori un Européen malheureux pour des raisons économiques, religieuses, tout ce que vous voulez. Donc déjà, il n'en veut pas. D'où le tropisme asiatique en grande partie. Hein. Mais maintenant, le problème vient aussi de l'Asie. Donc de toute façon, ils auront toujours cette vision, on protège notre trafic, ça c'est nécessaire, mais on se protégera aussi, c'est-à-dire nous resterons une île, et nous empêcherons les autres de venir chez nous. Cette émission va bientôt toucher à sa fin. Donc je voulais savoir si dans le public il y avait peut-être des questions, des gens qui voulaient réagir sur ce qui a été dit ou pas du tout. Mehdi, t'as une question ? Je voudrais savoir concrètement. En gros, Rafa, je vais relayer après ce qu'il pose comme question. Je veux savoir concrètement ce que ça valait la Chine niveau technologique et niveau expertise navale. Donc, je voudrais comparer ça à l'expertise américaine. Donc Mehdi voudrait savoir si la qualité technologique de la Chine vaut celle des États-Unis. C'est ça ? Ouais. Oui, alors au point de vue naval, non. Ils ne sont pas au même niveau. Hein. Je dirais que personne n'est au niveau des États-Unis actuellement. Ils font mais ils avancent très vite, si vous voulez. Pour les porte-avions, il faut savoir qu'au niveau... ils ont déjà sorti un avion de 5e génération. Alors que vaut-il ? En tout cas, ils volent. Hein, l'américain aussi, il vole, hein, avec le F-35. Bon, le F-35, on en dit beaucoup de mal. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui l'achètent. Donc, il n'est peut-être pas si mauvais que ça, non plus, bien qu'il soit très cher. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, les Chinois avancent. Mais encore une fois, ils ne sont pas pressés. Ils ont conscience de leurs limites. Et ils se placent dans le temps long. Hein. Lorsqu'ils ont appris à travailler sur un porte-avions, ils ont copié exactement la même chose. Vous savez, les gilets jaunes, rouges, etc., qu'on voit sur les ponts d'envol. Ils ont appris, a priori d'ailleurs, avec les Brésiliens probablement, et c'est nous qui les avions formés. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais donc, si vous voulez, les Chinois savent ça.
Ils se sont dit, tiens, on n'a pas de porte-avions, pendant que le porte-avions était en refonte, ils ont fait une fausse piste d'atterrissage, si vous voulez, ils ont construit un immeuble, hein, donc, comme un pont de porte-avions, et les gens ont commencé à s'entraîner, il y a quelques-uns qui se sont tués d'ailleurs, mais ça c'est normal dans l'aéronaval, ça s'est toujours passé comme ça, il faut apprendre. Donc, si vous voulez, les Chinois savent qu'ils ne sont pas les meilleurs. Ils ont un problème, c'est que d'habitude on a des alliés avec qui on s'entraîne et donc on peut mesurer sa progression. Le problème c'est que les Chinois ils n'ont pas d'alliés militaires, sauf les Russes, parce qu'actuellement ils font 2 exercices par an, toujours un endroit où ça avance, où ça intéresse sur un plan géostratégique, si vous voulez, un des 2 pays. Ils en ont fait un en Baltique. Alors, vous voyez, des bateaux chinois travaillant avec des Russes en Baltique. Je peux vous dire que les Suédois étaient à l'état sauvage. Hein. Ensuite, ils ont fait des exercices devant le Japon. Ils ont débarqué des Chinois à côté du Japon. Oui, il y a des côtes russes, hein, par là, du côté de la mer d'Okhotsk. Et là aussi, ça a un peu chagriné certains. Hein. Donc voilà, de ce côté-là, ils s'entraînent, mais la marine russe n'a plus le niveau de la marine soviétique, hein, qu'à voir simplement devant la Syrie. Ils ont mis un porte-avions, il y a 2 avions qui sont écrasés. Ça arrive encore une fois, le métier de pilote de porte-avions, c'est un des métiers les plus compliqués, les plus difficiles au monde. Hein. Un pilote, simplement pour 1 heure de vol, il perd 2 heures il perd 2 kilos de poids, hein, à chaque fois. Hein. Donc c'est un métier difficile, même si la technologie améliorer tout ça. Voilà, donc les Chinois travaillent un peu avec les autres et surtout, maintenant, essayent de participer à tous les exercices avec les Américains ou avec les alliés des Américains pour apprendre, ils observent, ils apprennent et puis après, ils adaptent à leur façon. Voilà. Deux questions. La première, c'est est-ce que la stratégie des porte-avions, c'est pas une stratégie désuète dans la stratégie militaire maritime, alors on développe de plus en plus de bases, des théâtres d'opération assez importants, par exemple les Américains sont une grosse base du Japon, et aussi on développe des avions à long rayon d'action, donc est-ce que c'est encore un intérêt d'avoir autant de porte-avions? Est-ce que c'est pas désuet, c'est pas la manière de faire la guerre qu'on faisait il y a 40-50 ans? Et la deuxième question, c'est comment analyser le partenariat au fond, le fait qu'il y a un gros porte-avions américain, je crois que c'est le Carl Vinson, aille en ce moment au Vietnam. Donc comment analyser ça par rapport aux tensions en Chine? Alors je vais juste du coup reprendre la question pour qu'on l'ait bien dans l'émission. Donc la première question c'est est-ce que c'est encore un intérêt d'avoir des porte-avions, c'est ça? Et la deuxième question c'est une analyse donc d'un porte-avions américain qui serait allé vers le Vietnam? Oui, qui est en train d'arriver au Vietnam. Très bien. Alors, pour la première question, j'aurais tendance à dire que ça doit avoir un intérêt parce que tout le monde en veut, des porte-avions. Parce qu'il y a non seulement les Américains qui en ont toujours eu, mais il y a les Anglais qui sont en train d'en finir 2, il y a les Chinois qui vont en avoir 3, les Russes aimeraient bien en faire d'autres, mais pour l'instant ça ne marche pas très fort, mais il y a l'Inde qui en a aussi acquis, le Brésil qui a un vieux porte-avions qui aimerait bien le moderniser, enfin bref, il y a énormément de puissance navale qui se dote d'une capacité aéronavale. Donc, ça doit quand même encore avoir un intérêt. Et le principal intérêt qu'on reconnaît, c'est cette capacité de frapper, comme on disait tout à l'heure, n'importe où depuis la mer, et des objectifs majeurs, c'est-à-dire toutes les zones urbanisées du monde quasiment. Et le gros intérêt, c'est que c'est mobile, c'est-à-dire que ça se déplace et que ça se met où ça veut, dans les meilleures conditions possibles, tandis que les bases terrestres, d'abord elles sont plus ou moins éloignées de la zone de crise en fonction des besoins, et puis une base terrestre c'est forcément sur un territoire, et un territoire qui n'est pas forcément à vous, qui est un pays, qui est un allié, et l'allié n'est pas forcément ravi, ou n'a pas forcément toujours les mêmes points de vue. On l'a bien vu par exemple avec la Turquie. La Turquie en Syrie ou en Irak n'a pas tout à fait les mêmes positions que les États-Unis, et donc les Américains étaient finalement très contents d'avoir des porte-avions dans le Golfe Persique ou en Méditerranée pour pouvoir frapper comme ils voulaient et pas utiliser les bases turques. Alors je rajouterai une chose, est-ce que vous savez combien de kilomètres parcourt par jour un porte-avions? 1000 km à peu près. Est-ce que vous connaissez la vitesse de la dérive des continents?
Ça c'est pour les bases terrestres, si vous voulez. Donc, lorsque vous voulez les comparer, posez-vous la question. Voilà. Et l'avantage, c'est que la dérive des continents, on ne sait pas dans quelle direction, ou en tout cas, elle va toujours dans la même a priori. Le porte-avions, lui, il peut choisir à peu près sa route. Ça change tout, si vous voulez. Hein. Souvenez-vous des Malouines, simplement, quand les Anglais ont envoyé les porte-avions, quand ils en avaient encore, hein, les porte-avions vers les Malouines. Entre-temps, ils avaient envoyé des sous-marins nucléaires d'attaque. Hein. Les sous-marins nucléaires d'attaque, ils y étaient immédiatement, ils observaient avant de tuer. Mais ils regardaient, quand les porte-avions sont arrivés, les Argentins n'avaient plus aucune chance. Sauf que, comme vous mentionnez, pour les Malouines, c'est extrêmement vulnérable, un porte-avions. Je crois qu'ils ont coulé un cuir assez... Enfin, un super étendard argentin a coulé un cuir assez... Ah non, un destroyer. Un destroyer même. Plusieurs. Avec des missiles français, justement. Un avion français aussi, non, c'était... Oui. Est-ce que, justement, c'est pas beaucoup plus vulnérable d'avoir des gros bâtiments comme ça? La preuve, non. Ils ont perdu, les Argentins, alors qu'ils étaient à côté de chez eux. Et les porte-avions sont très très bien entourés. Là, les destroyers, justement, c'est les navires d'escorte qui ont été attaqués, c'est pas le porte-avions, enfin, c'est pas les porte-aéronefs britanniques. Donc, si vous voulez, voilà, le porte-avions, il a non seulement, il a un groupe aéronaval. Bon, alors c'est pas, vous avez vu la photo, je sais pas si vous avez vu une photo tout à l'heure. Bon, c'est pour la photo qu'on les rapproche, hein, parce qu'ils sont très très loin les bateaux, justement, à la distance de détection, je dirais. Et vous avez aussi un sous-marin nucléaire d'attaque qui est avec eux, qui lui fouille devant pour renifler, pour voir s'il n'y a pas un autre sous-marin, par exemple. Ou alors qui va aller devant les côtes avant qu'il y ait l'opération, ou qui va même débarquer des commandos éventuellement. Hein. C'est ce qu'avaient fait les Anglais d'ailleurs Malouine. Ils ont un sous-marin qui est allé débarquer des commandos devant la base, enfin au pied de la base de l'armée de l'air en Argentine, et les commandos sont restés là, puis dès qu'un avion décollait, pof, ils prévenaient, parce qu'ils laissaient largement le temps aux Anglais de se préparer, de se mettre en l'air et de descendre l'avion qui lui était en limite de potentiel. Bon, c'est parfait. Mais je ne sais pas si vous avez du coup répondu à la deuxième question qui était sur le Vietnam. Ah oui, Vietnam. Le porte-avions et le Vietnam. Alors, en général, quand on envoie un porte-avions, c'est un signal. C'est-à-dire que l'avantage par rapport aux sous-marins, comme on disait tout à l'heure, l'avantage du porte-avions et du groupe aéronaval, c'est que ça se voit énormément. Donc ça veut dire, je m'intéresse à ce qui se passe dans cette région. Et je suis susceptible de prendre des mesures, y compris militaires, si jamais il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Donc le fait de l'envoyer vers le Vietnam, c'est une façon aussi pour les Américains de soutenir le Vietnam face à l'opposition chinoise, parce que c'est essentiellement le Vietnam là, qui a souffert, on va dire, de la réappropriation des Spratly ou des Paracels par le Vietnam, par la Chine. Et c'est une façon... Et aussi, il y a évidemment, dans l'envoi de n'importe quel navire de guerre, il y a une dimension diplomatique. C'est-à-dire que quand un navire de guerre fait escale, je ne sais pas si le Carl Vinson a prévu de faire escale ou s'il est juste là pour faire des... Il est en escale. Donc quand un porte-avions fait escale, c'est un morceau du pays en question qui fait escale, et donc c'est un signe d'amitié, on va dire, ou c'est un signe d'intérêt pour le pays. Donc c'est une façon de rapprocher, de renouer les liens. Et n'oubliez pas qu'un bateau, c'est un morceau du territoire. Hein. Donc c'est très important. Et qui plus est, il a fait escale à Da Nang. Alors Da Nang, pour vous qui êtes un peu jeune, pour nous qui avons connu la guerre du Vietnam, n'est-ce pas, ça rappelle les souvenirs. C'est la grande base américaine Da Nang au Vietnam. Hein, donc voilà. Donc là c'est un retour. Alors c'est pas pour dire nous on recommence, on va réinvestir le Vietnam. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est pour dire maintenant on a tourné la page. Voilà. C'est fini. Eh bien, on a prolongé un petit peu cette émission parce que c'est vraiment très intéressant de vous écouter répondre à ces questions. Je ne sais pas s'il en reste à la rigueur une dernière ou pas du tout. Très bien. Eh bien, nous on avait pas d'autres questions à vous poser, mais par manque de temps, on va conclure maintenant. On va revenir au thème de cette émission parce que c'était un peu ça le but. Donc, les océans sont-ils encore des lacs américains ? Est-ce que vous pouvez nous répondre très brièvement à cette question ? J'aime bien votre réponse. Non, les océans ne sont pas des lacs américains, ils ne l'ont jamais été. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas dominer un océan, on ne peut pas dominer une mer, hein, parce qu'on n'y reste pas.
Donc on peut la contrôler pendant un moment donné, c'est tout. Donc la mer appartient à tout le monde. Souvenez-vous même de Bonaparte qui a réussi à aller en Égypte en trompant les escadres anglaises. Bon, d'accord, il n'a pas pu revenir. Mais ça, c'est autre chose. Si, lui est revenu, mais il a laissé son armée. Mine de rien, c'est la première fois qu'il abandonnait son armée, ce qui n'était pas très beau. Mais donc voilà, si vous voulez, on peut passer. La mer n'appartient qu'à ceux qui y restent, et on ne peut pas y rester. Même sur un sous-marin, on fait rarement plus. À mon époque, on faisait 12 semaines. 12 semaines, c'est que 12 semaines, quoi. C'est pas, par rapport à la vie, c'est pas grand-chose. Et donc Pierre, oui, vous êtes complètement d'accord avec cette Je suis tout à fait d'accord, absolument. Simplement, je ferai une petite remarque par rapport à la Chine et aux facultés des Chinois, je dirais, d'être ou de redevenir une puissance navale. Culturellement, les Chinois, ce sont des joueurs de Go. Et le jeu de Go, c'est extrêmement ressemblant à la stratégie maritime, en fait. Donc forcément, la Chine redeviendra une puissance ou deviendra une puissance navale majeure. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle supplantera les États-Unis. Une dernière chose, lorsqu'il y a une guerre en mer, il n'y a pas de front. C'est-à-dire que l'ennemi peut venir de partout. À la limite, ça ressemble à du terrorisme quelque part. D'ailleurs, le sous-marin, c'est quelque chose qu'il fait pour attaquer fourbement. C'est bien connu. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère que cette émission aura aidé le public et nos auditeurs à mieux comprendre les dynamiques et les enjeux qui gravitent autour des océans aujourd'hui, et notamment ceux des États-Unis. Donc je vous remercie encore une fois de nous avoir fait le plaisir de venir et de participer à cette émission. Je remercie bien évidemment Marcel, Adonis, Pierre, Mehdi et Rafa. Et enfin, on remercie quand même Jem, faut le faire, parce qu'ils nous ont quand même permis d'organiser cette émission sans frais, et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, nous chers auditeurs, nous nous retrouverons très certainement le 1er avril, et ce n'est pas une blague, sur notre chaîne YouTube en live, si tout va bien. C'était donc Micro-ondes en direct, ou presque, du Festival des Jeux Poétiques. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne fin de festival. Merci.